Est-ce que tu peux rappeler un peu une généalogie un peu concise de ce qu'il faut entendre par la notion de vitalisme, voire le concept, et nous amener au vitalisme critique? Oui, merci de la question. Moi, je revendique en effet aujourd'hui très nettement ce que j'appelle vitalisme critique, où les deux mots comptent en fait, hein, vitalisme et critique. Le vitalisme, traditionnellement, désigne des philosophies qui considèrent que la vie permet de tout expliquer, le point de départ dont on peut tout expliquer. C'est le principe de tous les ismes, mais ça vaut pour le vitalisme. Donc un vitalisme complet dira en un sens que l'univers a un mouvement comparable à celui d'un vivant. Dans l'Antiquité, il y avait des théories où l'univers était un vivant. Moi, je ne dirais pas ça, mais on reviendra sur l'aspect cosmologique. Et puis que dans l'homme, où il peut y avoir d'autres choses apparentes, l'esprit, la science, finalement, c'est quand même une dimension du vivant. Donc ça, c'est le premier aspect du vitalisme traditionnel. Le deuxième dans le vitalisme traditionnel, c'est de référer la vie elle-même à un principe qui serait une sorte de principe autonome, substantiel. Dans l'Antiquité, les vitalistes sont souvent des animistes, pensent que la vie repose dans un principe qu'on appelle l'âme. Ça peut se comprendre à travers la différence entre le corps vivant et le cadavre. Donc, en principe, ce qui différencie la vie doit faire ce qui est la différence entre le vivant et le cadavre. Donc, dans l'Antiquité, on pouvait penser qu'il n'y avait pas d'autre différence entre la vie et le cadavre de manière corporelle. Que ce qui fait la différence, c'est quelque chose qui a quitté le corps, puisqu'il y a tout dans le corps sauf la vie. Et donc, l'âme pouvait porter ce principe vital, comme on dit. Donc, moi, je pense qu'il faut rester vitaliste, mais en abandonnant les aspects de ces deux principes. Dans le premier point, il faut garder l'idée, à mon avis, que la vie a quelque chose d'ultime. La vie est pour nous le modèle de l'être et aussi du non-être. C'est-à-dire c'est la mort qui est le modèle de la disparition, de l'inexistence. La vie est aussi ce en raison de quoi, d'une certaine manière, nous agissons in fine, mais là aussi d'une manière critique. C'est pour éviter du négatif. Donc il y a quelque chose de premier pour nous dans l'expérience du vivant. Et en même temps, c'est toujours dans une expérience qui n'est pas fondée sur une essence, mais plutôt sur une polarité. Comme Guilhem dit très fortement, la vie est polarité. C'est une définition, en fait. Ce n'est pas un aspect. C'est son cœur même. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Être vivant, ce n'est pas une essence, parce qu'être vivant, c'est continuer à l'être avec la possibilité de ne plus l'être. Donc ce n'est pas une essence, c'est une continuation face à un risque de disparition. Donc c'est d'emblée un geste critique. D'autre part, être un vivant, c'est toujours être en relation avec un milieu et avec d'autres vivants. Donc c'est polarisé aussi comme ça. On ne peut pas penser le vivant tout seul. D'abord, on ne peut pas penser la vie sans les vivants. Dès que tu parles de la vie, tu racontes l'histoire d'un vivant. C'est impossible de faire autrement. Toute biologie est biographique. Et donc moi, je pense qu'effectivement, il faut partir du vivant. On ne peut pas faire autrement, mais à condition d'y réintégrer un ensemble de choses, y compris la connaissance. Canguilhem, qui est un peu le maître pour moi du vitalisme critique, même s'il n'a jamais employé l'expression, a des passages extraordinaires dans la conférence Aspect du vitalisme qui date de 1947, juste après la guerre. Il dit par exemple, on pense en général la vie comme un empire dans un empire. La vie serait une petite partie de l'univers physique. Il dit c'est exactement le contraire. C'est la physique qui est une petite partie de la science du vivant et de la science opérée par le vivant qu'est l'homme. Donc il renverse le truc. Pourquoi faisons-nous de la physique ? Parce que nous sommes des vivants qui devons nous adapter dans le monde, etc. Donc c'est une position très très forte. Et Canguilhem est en 1947, en 47. Il sait que vitalisme, c'est quelque chose qui a servi à justifier la politique nazie, pour être très clair. Il y a un certain vitalisme conquérant, destructeur, etc. Mais pourquoi justement ? Parce que ce vitalisme n'était pas critique, qui n'a pas considéré que le vivant s'articule sur le refus de ce qui fige, de ce qui détruit, de ce qui isole, et de l'injustice en général. Que le vivant humain, c'est le type qui dit c'est pas normal, c'est pas juste. Enfin, bon, voilà, pas au nom d'une norme universelle abstraite, mais au nom d'un refus concret. Et donc, en fait, il y a un usage rhétorique de la notion de vie qui peut devenir très dangereux. En 1970, Canguilhem, dans un texte très important, écrit « Vitalisme pas mort », même chez les biologistes. On pourrait dire « Vitalisme pas mort », je dirais « Vitalisme pas mort » malgré le nazisme aussi, malgré les philosophies qui ont détourné le vital du côté d'une affirmation des uns contre les autres, comme s'il n'y avait pas une ambivalence dans chaque vivant, et une sorte de partage de l'ambivalence qui fait qu'on partage
la vie et la mort, on partage l'amour et la haine, on partage des choses compliquées, et on est soi-même, c'est très compliqué. C'est surtout pas simple. C'est pour ça que je pense que, bizarrement, un des grands vitalistes critiques, pour moi, c'est Derrida. Pourquoi ? Parce qu'il dit la vie est originairement survie, et la survie est originairement perte et deuil. Le deuil fait partie de la vie. Vivre, c'est laisser derrière soi toujours le passé, c'est mourir à chaque instant. Derrida disait d'une manière magnifique, je posthume comme je respire. La vie est ça. Moi, j'ai écrit revivre aussi, c'est pour moi une sorte de manifeste caché du vitalisme critique. Parce que pour moi, le verbe revivre porte en lui les deux sens de la vie, c'est-à-dire revivre, c'est répéter le négatif, c'est s'enfermer, se détruire. Et revivre, c'est aussi repartir, voilà, mais sans horizon métaphysique, mais dans l'instant du recommencement. Donc revivre, pour moi, est un peu ce geste-là. Quelle est la place de Nietzsche dans cette histoire du vitalisme, sachant que Canguilhem entretenait des rapports plus ou moins tendus, tantôt admiratifs, tantôt très critiques, eu égard à l'héritage nietzschéen. Quant à l'héritage nietzschéen, moi je reprendrai la formule de Canguilhem que j'adore. Il faut se replacer au temps, hein, c'est au temps de la guerre froide du Parti communiste français. Canguilhem disait « Je suis un Nietzschéen sans carte ». C'est-à-dire une sorte de Nietzschéen libre, non affilié au parti des Nietzschéens. Mais c'est mon cas aussi. Le problème de Nietzsche, c'est qu'il oscille entre un vitalisme critique et parfois non critique. Pour moi, c'est très simple à définir, en fait. La volonté de puissance, c'est pas une substance. Jamais Nietzsche ne dit la vie est une chose. Même il s'oppose à Schopenhauer pour ça. Ce qui caractérise la volonté de puissance, c'est ses effets. La vie se traduit par des effets. Mais ce que Nietzsche refuse, et à mon avis à tort, c'est l'idée d'une polarité normative. Un peu comme chez Canguilhem, il y a quand même la vie contre la mort. Pour Nietzsche, c'est des rapports de force, mais on le voit bien dans Par-delà le bien et le mal. Il a raison de critiquer des normes abstraites de la morale. Mais néanmoins, dans le vivant, il y a des polarités très simples. Donc moi, je dirais par-delà le bien et le mal, mais pour revenir à l'opposition bienveillance-malveillance, nuisible et utile, souffrance et plaisir. Donc il y a et Nietzsche, non. Nietzsche, c'est pas des forces, c'est pas une force brute essentialisée. Le nazisme en a fait une sorte de... Voilà. Mais ça reste un jeu de force sans orientation normative. Son refus de la morale, on peut comprendre les raisons, l'a porté beaucoup trop loin. C'est pas parce qu'il n'y a pas de morale abstraite, ce que je pense aussi, qu'il n'y a pas de polarité concrète et normative, qu'il n'y a plus de repères. Et ça, il l'a refusé. C'est pour moi une erreur très profonde. Donc j'assume de dire qu'il s'est trompé là-dessus, qu'il faut revenir plutôt à Spinoza, où chez Spinoza, il y a du normatif, c'est-à-dire il y a une puissance de vie, il y a le conatus, mais il y a aussi la polarité, accroissement-diminution de puissance. C'est pas juste un jeu de puissance, il y a accroissement ou diminution, tristesse ou joie. Et si on n'a pas cette polarité, on n'a plus le vivant. Donc Nietzsche s'est cru plus malin que le vivant, dans un certain sens. Et on ne peut pas. La vie, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort, disait Bichat, mais est-ce que... Repris par Canguilhem. Repris par Canguilhem, mais est-ce que, justement, cette phrase-là, elle ne doit pas aujourd'hui être complétée par, j'allais dire, une mort plus définitive. On parle beaucoup de catastrophes, de fin du monde, d'anthropocène, de limites environnementales, etc. Et on est effectivement confronté à une fin de l'homme, aurait dit Derrida, mais au double sens du terme. Fin, finalité et fin tout court. Oui, il faut même aller plus loin encore. Michel Foucault, dans des pages que Canguilhem a jugées émouvantes, inoubliables, a dit « Ce vitalisme de Bichat, en fait, il se fait à l'ombre des chambres de dissection des cadavres. Et donc, en fait, il cache un mortalisme. » Donc ça va très loin. Bon. En fait, évidemment, il y a une face sombre de la vie, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. L'idée de Foucault, selon laquelle... au fond, c'est le savoir désincarné qui construit l'idée de vie est fausse. Canguilhem a raison. Le savant est un vivant qui lutte contre la maladie et contre la mort et qui n'est pas seulement en train d'être dans le pouvoir de domination froide, le scalpel uniquement. Le scalpel peut devenir une arme, mais est aussi un instrument de soin. Donc, toujours dans cette ambivalence du médicament qui peut devenir un poison, etc.
Donc non, moi je pense que effectivement, c'est au contraire ces catastrophes contemporaines qui nous ont remis dans le moment du vivant. Et pour boucler la boucle, au fond, on pourrait dire que c'est justement l'aggravation des catastrophes qui nous oblige à redevenir des vivants. Mais des vivants contre un tas de choses, pas des vivants dans la joie de vivre simple, pure et entière, mais pas non plus dans le mortalisme. Et donc oui, non, moi je reprends la phrase de Bichat, reprise par Canguilhem, je la reprends contre vents et marées. L'ensemble des forces qui résistent à la mort, le plus beau mot c'est résister, là.